Alors, un petit point méthodologique, si vous le voulez bien, pour expliquer comment nous avons organisé le colloque. Il est organisé en 3 thèmes, permettant de dégager, en fin de journée, nous l'espérons, la promesse éducative que les scouts musulmans de France font aux jeunes, à leurs familles et à la société. Chaque table ronde est structurée en 2 parties. Une première partie pour exposer une problématique, et une deuxième partie pour identifier et comprendre la réponse éducative que le scoutisme peut apporter à cette problématique. Nous allons démarrer à présent la première partie de la première table ronde avec un panel de jeunes qui vont nous parler des besoins et les attentes des jeunes musulmans en France. Pour le scoutisme, le projet éducatif doit apporter la réponse au questionnement sur les attentes et les besoins des jeunes. C'est le fameux « Ask the Boy » de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, « Ask the Boys and the Girls ». À la question des responsables scouts, que peut-on proposer aux jeunes? Donc, tout part des jeunes. Je vous présente ces intervenants. Radia Bakouche, la présidente de Coexister. Anas Sagrouni, le président des étudiants musulmans de France. Jamel El Amri, qui est doctorant en histoire, plus précisément en islam contemporain, et qui est également le fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. Enfin, Antoine Dulin, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, et qui est un ancien délégué national chez les scouts et guides de France. Alors chacun va prendre un petit temps pour se présenter et pour exposer la problématique de son point de vue. Nous espérons qu'ils vont avoir envie de se questionner les uns les autres. Et puis ensuite, le débat s'instaurera avec la salle. Il y a des micros qui sont à votre disposition quand le moment sera venu de poser des questions. Voilà, vous avez la parole. Le tirage au sort, non, c'est une blague. Jamel s'est porté volontaire pour démarrer. Bonjour. Je tiens à remercier les scouts musulmans de France pour cette invitation. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce 25e anniversaire. Alors pour répondre à la question des besoins et des attentes des jeunes musulmans de France, j'aimerais commencer par opérer à une distinction. Je pense qu'il y a d'un côté les besoins et de l'autre côté les attentes. Et par souci méthodologique, je pense qu'il faut séparer les deux. La première des choses qu'il faut dire concernant les besoins, c'est qu'on a des besoins similaires. C'est-à-dire que les jeunes musulmans de France ont des besoins similaires à la jeunesse de France. Et c'est très important de le rappeler, parce que cette jeunesse musulmane, en France, fait partie intégrante de la société française. Et à ce titre, je parlerai moi de mon expérience en tant qu'enseignant à l'éducation nationale. Voilà, quand j'avais des élèves de toute confession, j'avais des élèves qui n'avaient aucune confession. Et ce qui était assez frappant, c'est que finalement, il y avait les mêmes besoins affectifs, les mêmes besoins sociaux. Il y avait cette même envie finalement d'avoir de la liberté, d'avoir des espaces d'expérience et également des espaces d'espérance. Et en même temps, ce qui était assez frappant, c'était de voir finalement ce court-termisme qui n'est pas simplement l'apanage de la classe politique, mais même les jeunes finalement. Quand je posais la question à mes lycéens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? De manière très décontractée, je ne sais pas forcément, je me laisse le temps. Et finalement, voilà, il y avait cette même vision de l'avenir. On sait qu'on va vivre moins bien que nos parents, on sait que ça va être plus difficile. Finalement, on a les mêmes besoins, c'est finalement de bien étudier, de faire la filière S pour faire un bac scientifique et espérer intégrer les meilleures écoles. Donc finalement, voilà, on avait on pouvait observer les mêmes besoins. Et enfin, voilà, cette même volonté, cette même envie d'être heureux et d'être épanoui. Donc des besoins similaires finalement à l'ensemble de la jeunesse française. Maintenant, il y a des attentes spécifiques. Besoins similaires, attentes spécifiques. Alors quelles sont-elles? Premièrement, sur le plan identitaire, il y a un sentiment que pour les jeunes musulmans de France, que toutes les richesses identitaires qu'ils possèdent sont un lourd fardeau, sont difficiles à porter. Il y a une question où il faut négocier, il faut composer. On est à la fois français,
On est à la fois occidental, on est européen. En même temps, si les parents viennent du Maghreb, on est du Maghreb. Parfois, on est de nationalité maghrébine, également, franco-maghrébin. On est d'héritage maghrébo-andalou. Et là, on se rend compte que assumer toutes ces richesses identitaires, c'est finalement une épreuve en soi. On se dit que finalement, est-ce qu'avoir une seule identité, être moins riche identitairement, est-ce que finalement, ce n'est pas mieux? Donc il y a des attentes spécifiques, c'est que toutes ces identités-là, finalement, soient respectées, soient valorisées. Se sentir français. C'est quelque chose d'extrêmement important pour cette jeunesse-là. Quand on voit aujourd'hui, moi qui étais enseignant d'histoire, géographie, il y a des améliorations sur le programme. Mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que l'on sait qu'il y a eu un émirat en France, à Narbonne? Est-ce que l'on sait que Saint-Tropez a été une ville musulmane? Est-ce qu'on nous l'apprend? Est-ce que l'on nous parle et on met en avant les liens qu'il pouvait avoir entre François Ier et Sulayman le Magnifique? Est-ce qu'on nous parle de tous ces échanges civilisationnels extrêmement riches, extrêmement féconds qu'il y a eu entre la France et le monde musulman? Ben moi, quand je suis un jeune Français de confession musulmane, j'aimerais entendre également ces histoires-là. Également ces histoires-là. Et je me sentirais, sur le plan affectif, intégré dans cette belle histoire de France. De la même manière qu'il va falloir être capable d'aborder sereinement, mais en même temps avec beaucoup de confiance et de détermination, l'histoire coloniale de France. On n'est pas là pour refaire le débat. On n'est pas là pour ressusciter ceux qui ont fait l'histoire. Nous sommes là pour faire l'histoire. Et pour faire l'histoire, il faut des hommes et des femmes courageux qui soient capables d'aborder la question de la colonisation, la question... moi, je suis assez frappé au cours de mes recherches de voir que finalement, entre la Troisième République et la Cinquième République, notamment dans la gestion de l'islam en tant que culte, il y a quand même un fil conducteur. Il y a quand même une gestion sécuritaire de l'islam, et on a le droit de le dire. Il n'y a aucun mal à le rappeler. Et se sentir français, c'est également, voilà, pour les jeunes musulmans de France, c'est être capable d'aborder finalement toutes ces questions. Enfin, il y a d'autres également, en tant que musulmans, c'est d'avoir cette capacité, cette possibilité de témoigner dans la société française. Voilà. Donc, peut-être pour laisser la parole également à mes camarades, je dirais deux choses. Les attentes spécifiques des jeunes musulmans de France sont dans deux ordres, d'ordre culturel, d'ordre social. Mais il y a une narration affective que nous devons assumer. C'est-à-dire qu'à la fois, au sein de notre communauté nationale, il faut intégrer toutes ces histoires pour que le jeune musulman de France se sente pleinement français, pleinement citoyen. Donc, intégrer toutes ces histoires pour réécrire ce roman national. Parce que le roman national, il ne doit pas simplement être écrit, il a été écrit à un moment donné, puis ça y est, on s'arrête, et puis on en fait un livre religieux. Non, le roman national doit être écrit par toutes les générations. Et la France change, la France évolue. Les identités ne sont pas figées, elles avancent, elles s'enrichissent, elles évoluent. Et de la même manière qu'au niveau de la communauté nationale, il faut réécrire ce roman national, j'alerte également les responsables communautaires musulmans pour réécrire ce que j'appellerais, entre guillemets, le roman spirituel. Aujourd'hui, l'ancrage, la présence, la venue de tous ces immigrés, le lien qu'il y a entre la France et l'islam et le monde musulman depuis plusieurs siècles déjà, cette présence, cet ancrage en France, ces institutions, là on parle de 25 ans, on fête les 25 ans d'une institution qui est très importante, doit permettre à un moment donné aux responsables associatifs et cadres musulmans d'élaborer un discours pour la jeunesse musulmane de France. C'est-à-dire d'être capable de méditer spirituellement sur une présence et sur un ancrage en France. Qu'est-ce que les jeunes, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes musulmans de France,
quel doit être leur rôle sur le plan spirituel? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Il faut être capable dans le discours de valoriser la jeunesse et en même temps de lui montrer qu'elle a un potentiel énorme et que spirituellement, elle doit et elle a le devoir d'apporter spirituellement à la France. La spiritualité est une composante finalement d'un apport, mais il doit être valorisé. Et malheureusement, le discours dans les mosquées, dans les instituts, dans les associations, est défaillant. Et il va falloir être capable d'y remédier, valoriser cette jeunesse à travers un roman national inclusif et un roman spirituel qui élève. Merci, Jamel. Alors Jamel a déjà posé quelques éléments qui sont aussi débattus cet après-midi. Je pense à celui de la laïcité, par exemple, avec la présence de Jean-Louis Bianco, qui est le président de l'Observatoire de la laïcité, et Samuel Grybowski, le fondateur de Coexister. Et un autre élément qui concerne l'héritage. Cette question, nous la redébattrons cet après-midi aussi avec Rachid Benzine. Donc il faut être un petit peu patient, mais les choses sont déjà posées, je t'en remercie. Anas, comment réagis-tu ? Bonjour. Donc, je remercie les Scouts musulmans de France de m'avoir invité, permettre d'exprimer justement l'opinion de notre association et des étudiants musulmans de France. Donc, EMF, légèrement plus âgé que les Scouts, encore un peu. On a plus de 26 ans, on a été confondé en 89. Et c'est une association étudiante, donc une association de jeunesse, mais gérée par des jeunes, donc une association étudiante gérée par des étudiants pour les étudiants. Donc notre motto, je n'ai pas le suite au EMF aujourd'hui, mais c'est servir, aider et défendre l'étudiant. Et pourquoi on s'appelle EMF au sein du campus, alors que nous ne sommes pas du tout une association religieuse, nous sommes une association socio-culturelle qui se base sur certains principes et valeurs, justement, et une éthique musulmane. Mais nous ne sommes pas une association religieuse pour venir dire aujourd'hui, telle est la religion. Néanmoins, on considère que, justement, on parlait d'héritage, on parle de culture musulmane, qui est totalement méconnue, voire rejetée. Et donc, ce qu'on veut, c'est démystifier et normaliser la présence musulmane en France. C'est pour cela qu'on est actif au sein du campus avec notre nom de musulman. Et en plus de ça, en tant qu'asso étudiante, bien sûr, on travaille pour la défense des étudiants. On veut que l'université soit un lieu inclusif et qui permette que soit un véritable ascenseur social. Et ça, je parlerai un peu plus par rapport aux besoins et aux attentes des musulmans, des jeunes musulmans. Mais également, le moment de l'université, le moment étudiant est un moment particulier où l'esprit est légèrement plus ouvert que le reste de la vie. Car avant nos études, nous sommes dans notre cercle familial. Après les études, on va entrer dans un nouveau cercle social fermé. Mais pendant les études, c'est là où souvent on va changer de ville, voire de pays. On va découvrir des gens de tous milieux sociaux et culturels et on va s'ouvrir l'esprit. Donc si à ce moment-là, on se rend compte que les jeunes musulmans, les étudiants musulmans sont normaux comme nous, demain, quand j'aurai un poste à responsabilité, que ce soit l'administration, politique ou autre, eh bien, j'aurai une autre approche justement de ce musulman, cette approche que j'aurais eue si je ne les avais pas rencontrés, de fait des médias ou bien des hommes politiques aujourd'hui, malheureusement. Donc, par rapport aux besoins, donc je rejoins Jamel lorsqu'il dit que les besoins sont similaires. Les besoins des jeunes musulmans en France aujourd'hui sont les besoins des jeunes en général. Je voudrais être plus spécifique par rapport à un besoin particulier, qui est le besoin de vivre et donc de trouver du travail. Une étude de l'Institut Montaigne montrait que si on avait un nom musulman, c'était, je ne me souviens plus exactement du chiffre, je crois 4 fois plus difficile ou plus, que si on avait un nom qui est de la conscience chrétienne, de trouver du travail. Déjà, c'est même pas trouver du travail, c'est déjà d'arriver à la première étape qui est l'entretien. Je pourrais même parler de mon exemple précis. Je suis un activiste, entre guillemets, musulman, et je suis étudiant encore, officiellement. J'ai fini mes études, mais je dois faire un stage. J'ai déjà fait 4 stages dans ma scolarité. Le 5e stage, je ne l'ai toujours pas fait. Bon, d'une part, c'est moi qui suis occupé ailleurs, mais c'est aussi que malgré les plus de 200 CV que j'ai envoyés, j'ai eu que 2 entretiens physiques qui n'ont pas abouti. Un peu difficile. Et quand je vois que les gens de ma promotion à la fac, je suis dans une filière, donc dans ce qui est équipements médicaux, qui embauchent. Tous aujourd'hui travaillent, sauf ceux qui ont un nom d'arabe ou une tête de noir. Donc c'est un peu difficile aussi. Et ça, c'est la réalité, malheureusement. Et ça, je le vois maintenant de concret. Avant, je disais, mais non, ça n'arrive pas. Mais là, je le vois. Les gens de ma promotion, tout le monde travaille, sauf la majeure de promo qui est arabe et qui n'est pas voilée, qui n'a pas une apparence spécifiquement militante musulmane, juste une fille normale. Et ça, je pense, c'est un des points sur lesquels il faut qu'on travaille, car si on veut parler d'intégration, et je reviendrai à ce terme-là, la première chose, c'est d'abord l'intégration sociale qui passe par le travail.
Et le fait de travailler, c'est le fait d'avoir un statut dans la société, c'est le fait de pouvoir avoir une famille, pouvoir avoir des enfants, pouvoir être un membre productif. Ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, le fait de travailler change la personne. Quand on est au chômage, on est considéré comme étant quelqu'un de négatif dans la société. Quand on travaille, on est quelqu'un de positif. Et ça, c'est un point, je pense, assez important à aborder. Je parlais d'intégration tout à l'heure. Je pense que le discours politique, le discours médiatique continue à parler de l'islam comme étant un élément étranger de la société française, alors que, chose que disait Jamel tout à l'heure, mais la France a une histoire avec l'islam qui est très riche et très ancienne. La France était une puissance musulmane même. Elle avait, à un moment donné de son histoire, du moment de la colonisation, la majeure partie de la population française était musulmane, quand on parle de majorité. Et ça, c'est une chose à ne pas oublier. Et l'histoire, les échanges entre le monde musulman et la France dans le passé étaient tellement riches qu'il faudrait changer ce paradigme, justement, de dire « Ah, l'islam est quelque chose d'étranger qui vient d'ailleurs ». Non, l'islam est quelque chose de chez nous, en tant que Français. Et justement, les jeunes aujourd'hui musulmans en France sont, pour la grande majorité, voire la quasi-totalité d'entre eux, des jeunes Français qui sont passés par les institutions françaises, que ce soit l'école, ou même quand on parle aujourd'hui des attaques qu'il y a eu sur notre sol, des terroristes qui sont passés aussi par d'autres institutions comme la prison française. Et donc, ce sont des purs produits de notre société. Et le fait de parler, comme des gens de nationalité ou autres, justement, que ces gens-là sont d'ailleurs, au contraire, renforce cette stigmatisation et renforce ces sentiments de ne pas être français, alors qu'ils ne connaissent comme culture que la culture française. Et donc c'est pour cela qu'il faudrait sortir de ce débat biaisé d'intégration, voire d'assimilation. Il y a des jeunes qui sont nés en France, qui passent par les institutions françaises, qui ont une culture riche, culture française, et aussi une autre culture, qui peuvent être d'origine maghrébine ou autre, mais également, en tant que Français aujourd'hui, j'ai une culture aussi américaine, de par toutes les séries que je regarde, j'ai une culture britannique, j'ai une culture mondiale. Et on a une influence de plein de cultures grâce ou à cause de la mondialisation, qui fait qu'on doit sortir du discours « Ah, la France, c'est ça ». Non, la France, c'est une somme, une accumulation. Je vous remercie. Merci, Anas. Bon, il semble qu'avec nos deux premiers intervenants, on voit bien poindre la question de la pensée critique aussi, une vision historico-critique qui sera réabordée aussi cet après-midi. Radia, qui arrive de Jakarta, après avoir été au Maroc la semaine dernière. C'est une grande voyageuse au profit de la cause de la coexistence. Exactement, merci beaucoup pour cette introduction. Merci aux Scouts musulmans de France pour l'invitation et la possibilité de m'exprimer sur ce sujet. Je suis présidente de Coexister, donc je ne représente pas à proprement parler les musulmans, je représente les membres de Coexister. Je vais donc à la fois m'adresser en tant que présidente de Coexister à vous, mais également en tant que jeune française de confession musulmane. Donc au départ, lorsque j'ai vu le sujet, je me suis dit, bon, que veut dire exactement être jeune musulman? Donc déjà, être jeune, c'est un groupe qui veut, enfin, en termes d'âge, peut être défini, mais être musulman renvoie à tellement de réalités différentes qu'il m'a été difficile de le définir vraiment. On peut se dire musulman, on peut se dire de tradition musulmane, on peut se dire pratiquant musulman, pas pratiquant, un peu pratiquant, croyant, non croyant, mais musulman quand même en termes d'identité. Donc c'est extrêmement difficile de mettre toutes ces personnes dans un seul groupe monolithique. En revanche, et je pense que mes collègues l'ont bien montré avant, le groupe jeunes musulmans partage néanmoins un destin commun. Un destin commun parce qu'on s'adresse à nous comme les jeunes musulmans. On entend souvent dans le discours politico-médiatique où sont les musulmans, où sont les jeunes musulmans, que disent les jeunes musulmans. Les jeunes musulmans sont la cause de ça. Donc de fait, on se pose la question, lorsque on se sent de près ou de loin attaché à ce terme, on se sent concerné par ce groupe. Donc, moi, ce que je dirais, c'est, pour moi, le
un des problèmes fondamentaux que je retrouve en tant que musulmane en France, c'est un problème de reconnaissance. Je me reconnais en très peu de discours que j'entends qui s'adressent directement à moi, jeune musulmane, et un problème de représentation également. Représentation peut-être aussi parce que j'ai pas envie forcément d'être représentée en tant que jeune musulmane, mais aussi parce que dans certains discours où des représentants, des élus ou d'autres sont censés donc me représenter en tant que jeune, pas forcément musulmane, on entend souvent un discours de « vous, les musulmans, vous faites partie de la communauté nationale ». Non, moi j'ai envie d'écouter « nous faisons tous partie de la communauté nationale ». En nous disant « vous faites partie de la communauté nationale », la personne qui s'adresse à nous se détache de notre groupe. Donc je pense qu'on entend souvent ça et c'est un des problèmes, je pense, majeurs, un des besoins majeurs de la jeunesse musulmane. En tout cas, c'est celui que je vois principalement. Également, je pense que surtout avec l'année qu'on vient de passer, l'année 2015, où en France on a connu les attentats terroristes, etc. Donc on a souvent parlé de jeunesse musulmane en disant forcément ce sont des jeunes musulmans, même si, comme l'a dit Anas, ce sont des purs produits de la France, de l'éducation nationale française, de la société française. On les citait souvent comme des jeunes musulmans. En revanche, j'ai pas entendu beaucoup de jeunes musulmans s'exprimer sur la question. On a eu une ribambelle de représentants qui se découvraient représentants musulmans dans les médias, qui disaient « moi j'ai mon avis à donner, moi je représente les musulmans ». Et pourtant, on a peu entendu la jeunesse. Mais ça, je pense que c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les jeunesses. Il faut se battre 4 fois plus fort pour faire entendre notre voix, pour faire entendre ce dont on a besoin, nos attentes justement. Et je pense que c'est essentiel, c'est un besoin justement similaire que l'on partage avec l'ensemble de la jeunesse française. À coexister, donc je représente des jeunes de 15 à 35 ans qui sont placés donc, sur l'ensemble du territoire français, des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées et agnostiques, où on pense que justement la partie convictionnelle de notre identité est une partie importante, une partie qu'il ne faut pas cacher et une partie justement qui peut nous rassembler dans notre différence. Et c'est en mettant justement sur un même pied d'égalité toutes nos convictions, qu'on se sent appartenir justement à une jeunesse plus globale, une jeunesse qui serait différente de seulement la jeunesse musulmane. Donc il y a une dernière chose que je voudrais aborder par rapport aux attentes de la jeunesse musulmane, une chose qui me dérange vraiment d'un point de vue personnel et pas vraiment en tant que présidente de Coexister, c'est la question du bon musulman ou de la bonne musulmane. Donc moi j'ai la chance d'avoir grandi à Paris, j'ai fait un lycée parisien, je suis rentrée dans une bonne école du centre de Paris et on me présente toujours comme on aimerait que tous les musulmans soient comme moi. Oh Radia, vraiment très bonne, une très bonne musulmane, jeune française, fierté, a fait Sciences Po Paris, etc. Je ne représente, ce n'est pas parce que j'ai fait un bon lycée parisien, une bonne école, que je représente l'ensemble des musulmans. Et il n'existe pas de bons ou de mauvais musulmans. Enfin, c'est comme il n'existe pas de bons ou de mauvais français. Je suis musulmane, je suis française comme les autres, et je n'ai pas, personne n'a à se justifier de ne pas avoir eu le même destin commun parisiano-centré. Voilà, c'est là-dessus que je terminerai mon intervention. On a connu une époque où il y avait des bons Français, mais ce n'est pas forcément l'époque que nous souhaitons retrouver. Antoine, tu représentes les organisations de jeunesse au Conseil économique et social et environnemental. Je vais parler en mon nom, on va dire. Mais tu vas parler en ton nom. Voilà. Ouais. Alors moi aussi, j'ai eu les mêmes problèmes que Radia quand j'ai eu le sujet sur les besoins des jeunes musulmans. D'une part parce que je ne me sens pas très à l'aise de parler des besoins des jeunes musulmans, étant jeune de confession catholique. Et en plus, je me suis dit, mais est-ce que moi, j'ai des besoins de jeunes en tant que confession catholique particulière ? Alors, après vous avoir entendu, je me dis, effectivement, il y a quand même
j'ai eu sans doute plus de chance en termes d'intégration, etc., parce que je suis de confession catholique qui est plus intégrée et beaucoup plus intégrée à la culture et à la société française. Et en même temps, je me dis, et je me rappelais qu'il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, quand il y a eu les manifs du mariage pour tous, j'étais exaspéré sur le fait que dans les médias, on nous disait voilà, tous les catholiques sont dans la rue, ou les catholiques sont dans la rue, la jeunesse catholique est dans la rue. Moi, j'y étais pas. Et je me disais, en fait, qu'est-ce que c'est que les jeunes catholiques, ou donc je me dis que c'est encore plus compliqué pour moi de parler de la question des jeunes musulmans, sachant que j'aurais du mal à définir qu'est-ce que c'est la jeunesse catholique. Alors, je vais être très bref et moi, plutôt porté sur le travail que j'ai pu faire au Conseil économique, social et environnemental sur les questions de jeunesse et sur les politiques de jeunesse en France, en listant à peu près, 4 points qui me semblent importants aujourd'hui sur les besoins et les attentes des jeunes en France, parce que je pense que c'est les attentes des jeunes aussi des jeunes musulmans. Et vous l'avez dit, il y a la question pour moi première qui est la question de la reconnaissance et de la valorisation. C'est-à-dire la capacité de notre société à reconnaître que, au lieu d'avoir des discours sur la jeunesse c'est l'avenir de la France, etc., mais de pouvoir être vraiment reconnus comme tels, être reconnus comme des citoyens à part entière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui forcément dans les politiques publiques, et ce qui est encore moins le cas quand on vit dans des quartiers populaires ou marginalisés de la société, ou en vivant dans des territoires qui sont laissés pour compte, on peut encore plus être en retrait de cette valorisation et de cette reconnaissance. Le deuxième point que je vois, c'est la question de la confiance, que je lie avec la question de la bienveillance, et qui pour moi est indispensable dans une société, de se dire comment on est capable, donc d'une part d'être bienveillant et donc de reconnaître en chacun la capacité d'être unique avec ses convictions, donc ce sera le débat de cet après-midi, mais donc aussi le fait d'avoir une religion, de ne pas en avoir, et de pouvoir nous faire confiance. De pouvoir faire confiance à cette jeunesse pour prendre des responsabilités, et aussi d'être capable en tant que société de lui dire qu'on a besoin d'elle. Voilà. Et aujourd'hui, dans la société, on a du mal à entendre ce discours, ce discours même porté d'une part par le monde politique, le monde médiatique, mais y compris par le monde associatif, de se dire on a besoin de vous parce que le monde qu'on a amené depuis 30 ou 40 ans, vacille. On voit bien qu'on est face à de multiples crises économiques, sociales, environnementales, des crises de sens, de crises de valeurs, et que peut-être que les recettes qu'on a utilisées depuis 30 ans ou 40 ans ne fonctionnent plus et qu'on a besoin de nouvelles recettes, et donc on a besoin de la jeunesse pour créer ces recettes. Et puis, le troisième mot pour moi qui est très important, c'est la question de la fierté. C'est la fierté d'être français, c'est la fierté de pouvoir être citoyen. Et comme l'a dit Anis, et là pour le coup, moi je l'ai vu dans beaucoup de travaux que j'ai fait au CESE, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination face à soit une religion, soit une des régions géographiques. Et effectivement, quand on a, comme Anis, le fait que pour envoyer 200 CV, on a 2 réponses, alors c'est compliqué. On voit bien que le chômage en France, il est... on le sait, important. Il est encore plus important pour les jeunes. C'est 25% des jeunes aujourd'hui qui sont au chômage, et il est dans les quartiers populaires à peu près de 50%. Donc on a un jeune sur 2 aujourd'hui dans les quartiers populaires, dans les dom-toms, qui n'ont pas d'emploi. Et comment on peut donner et reconnaître la possibilité aux jeunes de prendre leur place dans la société, de le reconnaître en tant que tel, si on n'honore pas la possibilité d'accéder à un travail et donc d'être pleinement citoyen. Et là, je pense que la société dans son ensemble a besoin de revoir totalement son logiciel, sa manière d'intégrer ces jeunes, qu'ils soient de quartiers populaires, mais aussi l'ensemble des jeunes, dans un nouveau modèle de société qui n'est pas que la logique, à mon avis, du manque de croissance dans la société, parce que le chômage des jeunes, il existe depuis 30 ans, et le chômage des jeunes dans les quartiers populaires et les discriminations, ils existaient avant la crise financière et économique de 2008. Voilà.
Donc ça, pour moi, ce triptyque reconnaissance, confiance, bienveillance et la question de la fierté est indispensable dans les actions qui sont, à mon avis, menées par aujourd'hui les associations. Et le dernier chose qui me semble importante et qui est de la responsabilité de la société, mais des acteurs publics et des acteurs associatifs, c'est la question de la transmission. Et que je crois aujourd'hui... Alors, je parle aussi comme un ancien délégué national des Scouts et Guides de France, mais je crois qu'ils sont encore trop rares, nos mouvements, où on est capable de transmettre dans cette dimension intergénérationnelle des valeurs, mais aussi des erreurs, des échecs et des points positifs entre adultes et jeunes dans la société. Et qu'on a donc, parce qu'il y a cette absence de transmission, ce sentiment qui s'exprime d'ailleurs dans les urnes du fait que 70% des jeunes aujourd'hui ne se déplacent plus pour aller voter et quand ils vont voter, choisissent en premier lieu le bulletin Front National pour exprimer une colère ou même pour exprimer un point de vue qui peut être celui porté par les leaders du Front National. Et ça doit nous interpeller nous en tant que leaders associatifs comme notre responsabilité, sans doute d'avoir échoué dans la transmission et donc de devoir d'urgence remettre le logiciel de la transmission en route et d'être capable de dire c'est quoi nos erreurs, de nous reconnaître pas très bon, qu'on a peut-être merdé un peu, que cette logique et ce modèle de société qu'on a pensé et pour lequel on a contribué depuis 30, 40 ans, etc., a besoin d'être rénové et donc on a besoin des jeunes et donc des jeunes musulmans pour réinventer un nouveau modèle de société. Et ça, si à partir de ce moment-là dans la société on a ce discours, alors oui, je pense qu'on aura un vrai roman national, comme tu disais, et la vraie capacité de pouvoir prendre notre part dans cette société. Merci Antoine. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un besoin dans ma propre adolescence qui n'a pas été couvert, qui est celui de connaître la culture de l'autre et de savoir quels sont les moments de rencontre que nos cultures ont eus dans l'histoire. C'est notamment à travers ce que Jamel a dit, et forcément de se dire mais quels sont les autres moments de rencontre que nous pourrons avoir dans l'histoire à venir et dans l'histoire à écrire. Et je vous remercie de pointer ça parce qu'on sent du coup les défaillances notamment que peuvent avoir les programmes d'histoire. Mais on n'est pas là pour débattre de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous ? Est-ce que vous sentez des points de rencontre ou peut-être quelques divergences ? Jamel ? Non, je vais... dans les trois interventions, il y a des choses sur lesquelles je me retrouve. Quand Anas parle de la nécessité d'un nouveau paradigme, quand Radia parle de ce destin commun, et effectivement les politiques d'État qui sont très importantes, qui assurent la continuité. C'est pas parce que à un moment donné, on a un gouvernement de gauche qui détricote ce que la droite fait, et puis demain on aura un gouvernement de droite qui fait la même chose. Je pense qu'il faut avoir des politiques publiques sur 10, 15, 20 ans, avec une véritable vision, et on en a parlé Richard, transcourant. C'est des questions qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas réduire ces questions, ou en tout cas qu'elles soient prises en otage par la prochaine élection, de la démagogie quelle qu'elle soit. Donc moi je me suis beaucoup retrouvé dans les discours. Moi j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans la discussion. 2015 a été une année difficile, en janvier déjà, mais également le 13 novembre. On a tous condamné de manière unanime et avec la même vigueur les attentats du 13 novembre, les attentats également de janvier. Mais le 13 novembre est passé, il y a eu le temps du recueillement, du deuil. Maintenant, il faut qu'on se pose les véritables questions. Et il y a des questions à se poser dans les sphères éducatives des jeunes musulmans de France. À l'intérieur de la communauté musulmane, la question de la mosquée. Et la question de la mosquée, ce sont toutes les sensibilités musulmanes qui doivent se la poser. Aujourd'hui, les mosquées de France, pour de multiples raisons, ne jouent pas leur rôle éducatif. Il faut également poser de la même manière, avec la même vigueur, la question de l'école républicaine, qui a quand même pour vocation de former les futurs citoyens de notre pays. Aujourd'hui, force est de constater
que dans les quartiers populaires, vous avez à un moment donné une désertion des compétences. Il n'y a pas de suivi. Vous avez, en tant qu'enseignant, vous donnez 5 ans à l'éducation nationale et la seule chose que vous voulez, et ce n'est aucun jugement de valeur, mais c'est de quitter finalement ces quartiers populaires. Quand vous êtes diplômé, que vous êtes un jeune musulman de France et que vous avez réussi, pour vos enfants, voilà, vous avez envie d'avoir un lieu plus agréable à vivre. Et donc vous ne restez pas dans ces quartiers-là. Et dans ces quartiers-là, il y a des jeunes citoyens, des jeunes résidents de confession musulmane qui sont dans ces quartiers-là. Et donc c'est là où on voit qu'il y a la question sociale est très importante. Et la question sociale est liée à la question religieuse, la question idéologique. La question sociale, à travers les profils de gens qui ont commis ces crimes, la question sociale est liée également à la question de la géopolitique. Il y a des choix également sur lesquels on doit s'interroger. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre lointaine. Autrefois, on pouvait faire une guerre et on pouvait laisser les droits de l'homme au port de Marseille. Là, commencer à aller au Moyen-Orient et la guerre et les droits de l'homme commencent sur Facebook. Donc on est dans une autre époque. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être dans un espèce de va-t-en-guerre où finalement vous avez toute une jeunesse qui a à la fois accès aux médias français, aux réseaux sociaux, mais également aux médias du monde musulman. Et donc, ces humiliations qui sont vécues comme telles, à tort ou à raison, la question n'est pas là. Mais il y a à un moment donné, ces jeunes de France qui vivent des humiliations. Anas a parlé des discriminations. Mais pas que des discriminations dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques également. Il y a un moment donné, on fait des rapprochements suicidaires, catastrophiques pour notre pays, où ces jeunes, à un moment donné, dans les discriminations, dans le contrôle aux faciès, il faut le dire également, dans le rapport qu'on peut avoir avec la justice, avec la police, où il y a des choses qui sont vécues comme de l'ordre de l'humiliation. À tort ou à raison, ce sont des perceptions. Mais on fait à un moment donné des rapprochements qui sont mais d'une dangerosité qu'il faut vraiment prendre la mesure de ces rapprochements que l'on fait, où il y a ce que j'appelle cette convergence des humiliations. On se dit ce que je vis ici, d'autres le vivent ailleurs. Et c'est ce qui pousse des jeunes, comme le Cheikh Bentounès l'a rappelé tout à l'heure, à partir alors qu'ils n'ont rien connu. Il y en a, ils n'ont même pas mis les pieds dans le monde musulman. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, il y a des rapprochements? Donc toute humiliation, à un moment donné, va faire en sorte que l'on va chercher d'autres causes, parfois même des causes de substitution, et on va faire des rapprochements qui peuvent malheureusement nous mener à des drames d'une gravité sans précédent pour notre pays. Merci Jamel. Tu pointes du doigt plusieurs sujets, on va essayer de les décortiquer. Radia, je sens que tu as envie de réagir sur quelque chose. Alors sur plusieurs points, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais d'abord, un premier point sur les mosquées en France. Je pense que c'est important. Les mosquées doivent jouer un rôle éducatif en France, d'éducation informelle. En revanche, il faut quand même... je trouve le lien un peu dangereux justement entre les mosquées et les attentats, parce que la plupart... Oui, mais il y a eu cité les attentats de janvier. La question sociale et la question de la géopolitique. D'accord. Pas de la mosquée, je ne fais pas de lien. Mais du coup, l'éducation dans les mosquées, je pense que ça doit venir aussi des représentants de culte qu'on a en France et qui sont à de large majorité qui viennent d'autres pays que la France, et ça pose problème. Si vous le permettez, je pense qu'on pourra reposer cette question cet après-midi, notamment quand nous aurons Anouar Bibesh, qui est le président du Conseil français du culte musulman. Je pense que ça sera intéressant de garder cette question aussi pour lui. Et pour revenir aux questions d'humiliation, c'est juste, je suis à 100% d'accord. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je veux dire, quand je pose la question à des amis justement non musulmans, en réalité c'est juste qu'on ne voit pas qu'ils sont musulmans, mais finalement on met dans le même sac musulmans, arabes, brun, basané, etc. Il me disait oui, mais de toute façon Radia, toi, t'es la bonne musulmane, il t'arrivera jamais rien, c'est sûr. On en discutait en soirée un samedi soir. Je leur disais oui, mais combien de fois tu t'es fait contrôler depuis le 13 novembre? Il me dit mais jamais, j'ai même pas de carte d'identité sur moi. Chez moi je me suis fait contrôler 3 fois. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a
une vraie différence justement de vécu en tant que jeune musulman ou autre par rapport à l'ensemble de la jeunesse. Sur un sujet qui concerne l'éducation nationale, est-ce qu'on ressent la même chose à l'université, Anas ? L'université actuellement reste un lieu à part. On parle de franchise universitaire, on parle de ce genre de choses qui font que, comme c'est un lieu de débat, c'est un lieu où les gens viennent quand même, comme je parlais tout à l'heure, d'ouverture d'esprit, en général, ça reste assez ouvert. Néanmoins, et là je vais parler de l'expérience de mon association, qui est une association étudiante, comme je vous disais, n'est pas une association confessionnelle ou bien cultuelle, et si on n'est pas déjà présent depuis un certain nombre d'années dans l'université, on va se retrouver avec beaucoup d'obstacles. On vient d'ouvrir une section à Orléans, et ne serait-ce que pour faire une action qui était sur l'écologie à l'université, ça bloque. On est à Toulouse. À Toulouse, ça bloque pour quelle raison ? Parce qu'ils disent on refuse des associations confessionnelles ou politiques. Et ça, le problème, c'est que on n'est pas. On vient, on dit voilà, voici ce qu'on est, voici nos statuts, voici nos activités, voici où on est. On reçoit des subventions de telle fac, telle fac, telle fac. Pourquoi vous refusez ? Et malgré ça, ça bloque quand même. Je parlais de Toulouse, on a une membre qui est ici. EMF Toulouse, très actifs, font beaucoup d'activités. Ils ont même des élus à l'université. Néanmoins, lorsqu'on faisait des demandes de subventions, donc FSDE, donc qui est le Fonds solidaire des initiatives étudiantes, qui est un fonds pour les activités étudiantes, c'est accepté en commission FSDE, c'est accepté donc ce qu'on appelle le CVU, donc un des conseils d'université, mais normalement après ça passe au conseil d'administration de l'université pour une validation de principe. Et là, ça bloque. Et on reçoit un courrier qui nous dit voilà, il faut motiver le refus. On refuse de donner pour les initiatives confessionnelles ou politiques, un truc comme ça. Sauf que ce qu'on demandait, c'est un tournoi de foot. Et en même temps, il y a les jeunes communistes qui ont reçu de l'argent pour le tournoi de foot. Donc là, on ne comprend pas, quoi. Et on voit ce problème. Lorsqu'on vient et qu'on est affiché en tant que musulman, ou bien en tant qu'association musulmane de non-musulmans, beaucoup d'obstacles viennent face à nous. Et il n'y a pas les mêmes. Je voudrais bien parler avec Antoine tout à l'heure. On parle de CESE, on parle de tout ce qui est les agréments, justement, jeunesse et sport, etc. Je ne connais aucune association musulmane gérée par des jeunes qui a la majorité de ces agréments-là. En tout cas, au niveau national, nous, on n'a pas. On a l'exemple de JMF, Jeunes musulmans de France, à La Courneuve, qui avaient des agréments, qui recevaient beaucoup de gens, et on leur a enlevé tous les agréments d'un coup. Bon, là, ils ont réussi, après beaucoup d'efforts, à revoir les agréments. Justement, c'était des agréments pour emmener des enfants justement, en voyage, pour faire du fonds de soutien scolaire, ce genre de choses. On parlait de l'université. Donc, à l'université, en général, c'est un peu mieux. Néanmoins, on se retrouve face à des administrations qui peuvent bloquer certaines activités, ne serait-ce que parce qu'on a un non-musulman. On a aussi certains professeurs qui, d'une manière idéologique, essayent de bloquer, par exemple, les filles voilées à l'université, alors qu'il n'y a aucune loi ou aucun règlement qui peut interdire à une fille voilée d'assister à un cours à l'université. Donc il y a de temps en temps un petit professeur qui recrée une polémique, ou certains hommes politiques qui veulent justement bloquer tout ça, bloquer la liberté de certaines personnes de pouvoir étudier pour des raisons totalement idéologiques. Et ça, malheureusement, ça arrive de plus en plus. J'ai encore un exemple dans mon université, donc je suis à l'université de Lille 2, j'avais un de mes professeurs de marketing qui refusait totalement les filles voilées dans sa classe, alors que l'administration soutenait les filles. L'administration a soutenu les filles, elle dit au professeur tu n'as pas le droit, mais lui dit non, je refuse. Vous vous mettez là-bas dans le coin, il ne faut pas que je vous voie. Et ça, ce sont des personnes qui viennent avec un a priori idéologique, un a priori anti-visibilité musulmane, et ils créent des problèmes à leurs élèves. De même, en tant qu'association, on est assez régulièrement contacté par rapport à un exemple, une fille par exemple à Paris, je ne sais plus quelle université parisienne, où son professeur de TP lui refuse, ou d'autres exemples. Malheureusement, comme je disais, c'est quelque chose qui devient de plus en plus. Néanmoins, la situation est légèrement meilleure qu'ailleurs. Avant de passer la parole à Antoine, je voudrais revenir avec Jamel et toi, Anas, et peut-être Radia, sur la question des droits politiques, finalement, et de votre engagement. Tu es syndicaliste. Jamel écrit des articles sur des blogs, il ne manque pas d'idées. Radia, ce qui est fait avec Coexister est d'une certaine forme, quand même politique. Comment vous ressentez votre engagement politique? Comment vous pensez que vous l'exercez? Y a-t-il des freins?
Alors comment on le vit? Bon, il y a des gens effectivement qui agissent politiquement, que ce soit dans des syndicats, dans les partis politiques ou dans des associations. Moi, j'écris davantage. C'est une participation, c'est une démarche citoyenne. On est visé par ces choses-là. Donc effectivement, on est dans une démarche citoyenne. Et je pense également qu'il y a aussi cette cohérence. C'est-à-dire que si il devait arriver la même chose à d'autres groupes, d'autres communautés en France, on réagirait de la même manière. La seule chose à laquelle on appelle finalement dans cette démarche politique, c'est de la cohérence. Il y a un moment donné, quand il y a des femmes voilées qui sont discriminées ou quand elles reçoivent des coups dans la rue, je veux dire, c'est des femmes. Avant de dire voilées, c'est des femmes. Et quand il y a très peu de réactions, même de la part des mouvements féministes traditionnels, il faut qu'en France, nous soyons capables, et c'est un peu le sens de nos engagements avec différentes modalités, c'est d'avoir la même cohérence. La même cohérence quand il y a, quand à Marseille, voilà, on s'attaque à un juif parce qu'il y a une kippa. Ou quand on s'attaque à des chrétiens parce qu'à un moment donné, voilà, ils veulent manifester leur foi de manière très citoyenne. Mais de la même manière, quand il s'agit de nos concitoyens de confession musulmane, nous devons avoir la même attitude. Rien ne doit passer. Et je pense que voilà, c'est une démarche citoyenne, effectivement, qui se fait un peu aussi parfois dans la réaction, parce qu'il y a un agenda qu'on ne maîtrise pas forcément, il y a des polémiques qui reviennent régulièrement, et puis il y en a tellement que finalement on finit par se fatiguer. Et que finalement, à un moment donné, Radia arrête, moi je reprends, et le lendemain, Anas reprend, mais on n'a même pas eu le temps de se concerter. Donc c'est extrêmement difficile de réagir sur tout. La seule chose, je pense, c'est un peu le sens de ce que j'ai compris de Coexister, de MF, et de ce que nous faisons à la FPI, c'est vraiment d'avoir cette cohérence républicaine, cette cohérence sur le plan de la citoyenneté, et aussi sur la laïcité. La laïcité, nous voulons uniquement la laïcité, rien que la laïcité, et une laïcité inclusive. Et surtout, faire attention à toutes celles et ceux qui se font passer pour les chantres de la laïcité et qui la trahissent jour après jour. Monsieur Bianco en parlera cet après-midi. Oui, on reprendra le sujet. Pour ceux qui ont suivi les fils sur les réseaux sociaux cette semaine, certains de nos amis se sont fait attaquer, notamment Radia, sur la question de la laïcité. On reprendra cette question cet après-midi, très tranquillement, quand Jean-Louis Bianco et Samuel Gilbowski seront avec nous. Pour rester sur la question de l'engagement, Anas. On essaye, justement, en tant que MF, de pousser les étudiants à avoir cette conscience politique. Et on essaie de promouvoir, justement, un engagement. Et l'engagement qu'on essaie de promouvoir, c'est un engagement éthique et citoyen. On se dit, si on est engagé, il faut qu'on soit engagé avec des valeurs. Il faut qu'on veuille le bien commun. Et justement, lorsque je défends un étudiant à l'université, lorsque je suis élu au conseil d'administration ou bien je suis dans un conseil de discipline, je défends l'étudiant car c'est un étudiant. Je ne cherche pas à défendre l'étudiant car il est musulman ou autre chose. Ça, c'est un point assez important. On se voit par rapport à l'engagement, justement, je ne suis pas d'accord avec le discours qui dit que les jeunes sont moins engagés aujourd'hui. Mais c'est les formes d'engagement qui sont différentes. L'engagement politique traditionnel, c'est vrai, la jeunesse l'a totalement délaissé, c'est mon avis après. On se retrouve aussi avec beaucoup de moins en moins de jeunes qui votent. Mais lorsqu'on voit, peut-être qu'Antoine pourra donner des chiffres tout à l'heure, lorsqu'on voit l'engagement dans les associations, au contraire, et de plus en plus de jeunes sont engagés au niveau des associations. Et les jeunes musulmans aussi, il y a énormément d'initiatives de jeunes musulmans, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient citoyennes, tout autour de la France, beaucoup en Île-de-France d'ailleurs. Et donc il y a un engagement, il y a une véritable prise de conscience. Néanmoins, il y a aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux politiques en général. On ne fait plus confiance au système actuel, la gouvernance actuelle. On se dit on ne peut pas faire changer les choses, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Au final, la situation ne s'améliore pas. Et je pense que c'est là où on essaye, nous, de apporter ce qui peut manquer à l'État. Malheureusement, l'État, au lieu de soutenir ces initiatives, préfère les stigmatiser. Ça, c'est ou bien soit les hommes politiques en général. Au lieu de soutenir les initiatives de jeunes citoyens qui peuvent être de confession musulmane ou non, on préfère les stigmatiser et dire « Ah, ces gens-là vont faire des problèmes », parce que les personnalités, bon ça je parle en mon nom, personnalités qui sont aujourd'hui, qui cherchent à se faire élire et non pas à aider le monde ou bien promouvoir le bien public. Ça, malheureusement, c'est malheureux, mais bon,
c'est la situation. Aujourd'hui, on pense à dans 5 ans, est-ce que je vais me faire réélire, mais pas est-ce que dans 15 ans, la situation va aller mieux. Et comme la situation ne va pas mieux, on cherche des boucs émissaires. Et malheureusement, le bouc émissaire, c'est la personne qui est faible. Et aujourd'hui, même s'il y a un nombre de musulmans relativement important, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau sociologique, ils sont relativement faibles. Donc voilà quoi. Comment sort-on de la possible spirale de la victimisation? Certaines personnes pensent que peut-être les jeunes musulmans se positionnent d'une certaine façon en victime et oublient dès lors de s'engager en contrepartie. Oui, je ne pense pas que les jeunes se positionnent en victime. Je pense qu'ils sont relativement réalistes avec la situation. La situation est difficile. On voit que si je veux réussir, je dois fournir 2, 3, 10 fois plus d'efforts que le français lambda. Mais c'est pour ça que je disais, quand je vois le nombre d'initiatives de jeunesse, que ce soit étudiantes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient humanitaires, etc., elles sont très importantes. Donc l'engagement en soi, les gens se rendent compte, et c'est aussi un principe musulman en passant, si je veux changer les choses, je dois prendre les choses en main. On parle de fait, comment on dit en français, tawakkul ala Allah. On parle de fait de se reposer sur Dieu, mais on dit pour se reposer sur Dieu, il faut d'abord qu'on fasse les causes. Et justement, je pense que les jeunes musulmans aujourd'hui se prennent en compte que leur destin repose entre leurs mains. Et c'est pour cela qu'on a cette initiative. Aujourd'hui, si je veux trouver du travail, c'est peut-être plus facile pour moi, ou peut-être plus logique que je crée mon propre travail en créant mon entreprise que chercher à être fonctionnaire. Et je suis de ceux qui veulent, après ça c'est une logique un peu communautaire, mais qu'il y ait de plus en plus de musulmans entrepreneurs, de plus en plus de musulmans riches, car avec le pouvoir économique vient le pouvoir politique. Et bon, ça c'est... Intéressant. Jamel, tu veux répondre? Oui, peut-être un mot. C'est dommage, je ne sais pas où est Bariza Hiari, elle aurait pu nous parler des difficultés qu'il y a pour tous ces Français de confession musulmane qui s'engagent dans les partis traditionnels, que ce soit le Parti socialiste, enfin je parle des grands partis, le Parti socialiste ou les Républicains. Déjà, il faut déjà s'engager. Effectivement, il y a plusieurs modalités d'engagement, mais quand on s'engage, il y a au bout d'un moment, enfin, je veux dire, dans la progression classique d'un militant au sein d'un parti, dans ces grands partis, quand il s'agit d'un jeune de confession musulmane, et ça sans être dans une posture victimaire, mais quand même, il passe quand même beaucoup de temps à coller les affiches. Hein. Oh, tous. Pas tous. Maintenant, parlons également de choses que chacun peut observer. Faisons une photographie de l'Assemblée nationale, du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. On se rend compte très souvent qu'il y a des gens qui ont milité pendant 30-40 ans, qui ont fait toute leur classe. Et on leur dit, tu sais Rachid, je crois qu'on n'est pas prêt, quoi. Je crois que le peuple français n'est pas prêt. Ce serait peut-être bien que tu sois adjoint au maire et pas forcément maire. Alors que ça fait 30-40 ans qu'il est là, il a fait ses preuves, il a un projet pour sa ville, il est là, mais on lui dit, tu n'es pas forcément prêt. Et si ce n'est pas les militants au niveau local qui le disent, c'est au niveau... au niveau du secrétariat national où on lui dit non, pas tout de suite, pas maintenant, ceci, cela. Et c'est très difficile. Et un dernier mot sur toutes celles et ceux qui sont engagés, qui sont de confession musulmane et qui s'en mangent plein la vue sur les réseaux sociaux. Si vous êtes au Parti socialiste, vous devez vous justifier sur tous les écarts de Manuel Valls. Si vous êtes aux Républicains et que vous êtes de confession musulmane sur Facebook, vous devez vous justifier sur tout ce que dit Sarkozy. Au bout d'un moment, d'un côté comme de l'autre, c'est extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Et je tiens vraiment à les remercier parce que par leur engagement, leur patience, leur persévérance, ils sont en train de changer la société française. Merci. Antoine, tu veux réagir? Non, je me sens pas très légitime pour réagir. Donc, dans ce que tu dis, Jamel, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont de la forme de... je pense pas uniquement des questions des musulmans, mais qui touchent beaucoup. Anas, tu disais pas mal sur les questions d'accès pour les associations musulmanes à l'université. On peut et on a eu et on connaît encore les mêmes problèmes pour des associations catholiques. De toute façon, il y a un problème, et de toute façon, ce sera je pense la discussion de cet après-midi. Pour certains, on a du mal
à intégrer la question de la religion dans notre sphère publique. Et donc, elle fait peur, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive ou qu'elle soit des différents types de la religion chrétienne. Donc je pense que c'est une véritable question de société. Et moi, je me dis, et non, peut-être pour passer la main, j'en sais rien, mais en tout cas, et là, en tant qu'ancien responsable au niveau des scouts et guides de France, je me dis que les scouts musulmans de France, d'une part, c'est une chance de les avoir dans le scoutisme français, et à la fois, voilà, c'est comment on est, par le scoutisme français qui réunit ces différentes associations confessionnelles et laïques, on va être capable de porter une parole qui est multiconfessionnelle et qui va dépasser la dimension, voilà, les dimensions confessionnelles pour porter à la fois des réponses aux besoins et aux attentes des jeunes, et que les scouts et guides de France, les scouts les éclaireurs israélites, les éclaireurs unionistes, les éclaireurs soient à côté des scouts musulmans dans leurs revendications autour des problématiques que les jeunes musulmans peuvent rencontrer, et de la même façon qu'on puisse retrouver les scouts musulmans à côté des éclaireurs israélites quand ils ont aussi ces problématiques. Et je pense que ça, c'est d'une grande force que le scoutisme permet, d'avoir cet endroit multiconfessionnel et laïque qui permet effectivement voilà, de dépasser, tout en étant pleinement notre identité, de dépasser aussi notre propre confession pour aller à la rencontre d'autres. Et donc d'être dans cette capacité de transmission. Parce que si on a un problème aujourd'hui, je pense, avec la question des religions, c'est qu'on a aussi été incapable, et vous l'avez dit à plusieurs reprises sur la question de l'éducation, à reconnaître l'influence et l'apport de l'islam dans la société française depuis des centaines d'années. Et voilà, et on a encore... et on le voit même ne serait-ce que sur la question de l'héritage catholique ou de l'héritage chrétien, une impossibilité aussi pour certains l'accepter, etc. Comme si c'était quelque chose de très mal. Et donc je pense que là, c'est un combat, ou en tout cas, oui, parce que je pense que c'est du domaine du combat, même s'il est fertile et fécond, à continuer à mener ensemble. Et je pense que, moi je suis très étonné que, enfin moi je suis très content, et j'avais participé pendant... on avait fait un séminaire au CESE sur la question de la laïcité. Et moi, j'ai été très surpris sur, en fait, nous, notre capacité en tant que jeunes, je pense, à pouvoir, de confessions différentes, à pouvoir dépasser les clivages qui peuvent être ancrés dans la société aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir dans cette capacité à ce que nos générations vont effectivement, parce que de toute façon, il le faut et on n'a pas le choix, être capable de transformer cette société pour effectivement accueillir tout le monde, quelle que soit sa religion, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ici au milieu. Et puis il y en aura une autre en haut ensuite. Oui, merci beaucoup. Rabia Bekar de l'École des hautes études. Moi, je vais prendre... C'est très intéressant d'écouter les jeunes quand on est vieux, quand on a fait le même parcours. Donc, moi, je suis passée des mêmes activités ou activisme, disait Anas, à l'université. Et de l'autre côté maintenant, en regardant mes étudiants. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que dans les catégories que vous avez utilisées, qui sont des anciennes catégories, qui à l'époque déjà on les posait, premièrement, discrimination. En résumé de tous, vous avez repris le terme. Deuxièmement, la représentation du musulman, la représentation du catholique engagé, la représentation du juif, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a, comment on le regarde, hein. Troisièmement, cette injonction permanente que les médias, les politiques ont vis-à-vis des jeunes, maintenant musulmans, mais je peux vous dire que à l'époque, c'était aussi les juifs, c'était aussi les catholiques, etc. Dès que ça parle de religion, dès qu'il y a une affaire de religion. Alors, pour reprendre la transmission, qu'est-ce que vous, chacun d'entre vous, aujourd'hui,
qu'est-ce qui bloque cette transmission? Qu'est-ce qui bloque le fait qu'on en est encore là, au même niveau que moi et d'autres? Ici, probablement, j'ai vécu quand j'étais étudiante et à Nanterre, comme vous le savez, le bouillon, le chaudron. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Parce que je peux vous dire, la jeunesse a changé, mais les mots, les blocages, ce que vous avez utilisé comme terme, c'était les mêmes. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question? Radia? Sur la transmission? Oui, sur la transmission et sur pourquoi on utilise les mêmes termes et pourquoi on en est toujours là. Je pense qu'il y a ce paradigme, on parlait de paradigme tout à l'heure, on est vraiment dans le paradigme où à chaque fois qu'on voit un nouvel étranger ou un nouveau différent, on réagit de la même manière. C'est-à-dire il est étranger à nous, on place une division entre les deux. Et là, je vais peut-être prêcher pour coexister, mais le jour où on reconnaîtra la différence comme quelque chose d'important et même de fertile pour une société meilleure, alors peut-être qu'on changera de discours et qu'on évoluera et on n'aura plus peur de la découverte d'un nouvel étranger, parce que comme vous disiez, hier c'était peut-être le jeune juif, c'était peut-être le jeune catholique un peu plus tôt, et aujourd'hui le jeune musulman, mais demain ce sera peut-être, je sais pas, la jeune protestante ou le jeune athée, c'est possible aussi, et c'est justement en acceptant cette différence et en accueillant toutes les différences qu'on pourra aller de l'avant. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a la jonction de deux facteurs. Le premier, Radia l'a rappelé, c'est effectivement cet étranger, cette idée finalement du bouc émissaire qu'on va utiliser pour créer de la cohésion sociale et de la cohésion nationale. Dans les années 30 avec le juif, aujourd'hui avec le musulman. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a la jonction avec un autre facteur. C'est-à-dire que la citoyenneté a toujours été discriminante. Depuis Athènes à aujourd'hui, c'est ce qu'on oublie. Les femmes, les métèques, les étrangers, ça a toujours été discriminant. Et aujourd'hui, le problème que nous avons d'ordre intellectuel, c'est qu'on considère la citoyenneté comme un projet achevé, alors il est inachevé, et chaque génération, c'est un combat perpétuel, et chaque génération doit mener ce combat-là. Et donc on a la jonction des deux, où finalement le musulman, c'est un nouveau français quand on le considère comme français, mais il est un peu étranger. Et en même temps, ce côté, il y a un accès de plus en plus important à la citoyenneté, et on se confronte finalement à cette citoyenneté. La discrimination est consubstantielle à la citoyenneté. La citoyenneté se mérite. Donc forcément, il y a à un moment donné des blocages à ce niveau-là, et je pense que c'est la jonction des deux qu'il faut analyser. Il semble qu'il y ait une espèce de réflexe permanent xénophobe au sens réel du terme, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Ça me fait penser à cette citation que je vais très mal vous citer du philosophe allemand Simmel, qui dit que la confiance, finalement, c'est la suspension du doute irrationnel et qui fabrique la défiance. Et il semble qu'il faille en permanence revenir sur la question de la confiance en suspendant ce doute irrationnel que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre qui est différent. On revient à rigueur aussi en pensant à ça. Si je peux me permettre, on a emmené le 11 novembre 30 écoliers et collégiens à Verdun. Donc nous avons été commémorer tous les soldats français, de la métropole comme des colonies. Et on se rend compte déjà que ça fait un bien fou aux élèves. Vraiment, emmenez-les à Verdun chaque 11 novembre. Ça doit être, à un moment donné, il y a eu l'impôt du sang qui a été versé par des musulmans qui appartenaient à l'empire colonial. Et c'est important de le rappeler. Parce que les doutes sur la loyauté des musulmans vis-à-vis de la France, quand nous faisons un minimum de recherche, à la veille de la guerre 14-18, on se posait les mêmes questions sur la loyauté des musulmans en France. Et ça doit cesser. Ça fait un siècle que chaque fois, on pose la question sur la loyauté. Est-ce qu'il y aurait une double allégeance? Cette question-là, on l'a posée en 14-18. Eh ben, il y a eu plus de 290 000 Algériens qui se sont mobilisés pour la France, sans compter les Marocains, sans compter les soldats de tout l'empire colonial. Donc cessons de poser la question, et à un moment donné, il faut vraiment se remettre en cause. Et arrêter à chaque fois avec ces peurs irrationnelles, parce que nous venons avec des arguments rationnels. Mais on ne peut pas lutter contre l'irrationnel avec des arguments rationnels. Il y a un moment donné, c'est thérapeutique, hein. Il faut arrêter à un moment donné de se poser à chaque fois les mêmes questions. Un siècle qu'on se pose des questions de la loyauté des musulmans. Et bien, ce que j'ai envie de dire à la majorité,
Ce que j'ai envie de dire à tous mes concitoyens, et j'aimerais peut-être juste m'adresser à la mamie de tous les Français depuis le 13 novembre qui est là. Elle a peut-être voulu être discrète, mais je vais en parler. Quant au lendemain du 13 novembre, elle a dit fraternisons avec les musulmans. Les musulmans en France, les jeunes, les moins jeunes, ont besoin de preuves d'amour. Jamel fait référence à Daniel Mérian qui est avec nous toute la journée et qui interviendra cet après-midi. On vous remercie bien évidemment d'être avec nous. Si certains d'entre vous aiment marcher dans Paris, derrière les Invalides, près de la statue du maréchal Lyautey, qui, soit dit en passant, a été le président du scoutisme français de 1930 à 1933, se trouve une stèle dont il faut lire les mots qui rappellent l'engagement des Marocains au moment de la guerre, et par les mots mêmes du roi du Maroc. Donc si vous avez la chance de passer par là, lisez ce qui est écrit sur cette plaque, et ça permet bien évidemment de rétablir quelques vérités historiques. Il y avait une question en haut de la salle. Oui, bonjour. Mokran Sahari, je suis militant associatif depuis une vingtaine d'années. Juste très rapidement sur la question du discours et des valeurs. Le discours sur la laïcité, sur la République, on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un jeu d'illusionnistes pour essayer de créer une forme des camps. Voilà, des camps où, dans le camp des Républicains, nous avons le Front National qui nouveauté, va jouer sur ce discours laïcité, etc., sans complexe. Et alors, j'ai regardé hier une émission en complément d'enquête sur la 2, sur le décryptage de ces discours, etc. Et on voit qu'il y a des repères des années 30, littéraires, idéologiques, etc., qui reviennent sans cesse. Et que la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on utilise le dogme ou le concept république, etc., mais chacun va jouer l'illusionniste, va l'interpréter à sa manière. Alors qu'au final, la question des valeurs, elle doit transcendre la question des communautés. Et ce qui est valable pour les chrétiens ou les juifs ou les athées doit être valable pour les confessions. Comme si le fait d'être en organisation sociale dite communautaire constitue un danger en soi pour la République. C'est-à-dire que quelque part, le fait d'avoir la particularité d'être breton ou d'être dans l'amicale des pétanques pouvait constituer une sorte de danger pour le fait d'être républicain. Alors que les deux sont complémentaires et qu'il y a des gènes communs au fait d'être laïque, républicain, et ça n'empêche pas d'être amateur de tel club, etc. Mais ce discours-là, quand il s'agit de la communauté musulmane, on a l'impression que tout de suite on met en avant le mot communautaire au lieu de dire organisation sociale, d'ailleurs qui existe, qui est dans la réalité française. Je rappelle juste le travail de quelqu'un sur l'éducation populaire, Franck Lepage, dans les fin des années 90, sur les mouvements d'éducation populaire, et il a fait tout un travail sur l'associatif et comment organiser ce mouvement associatif, redonner le sens de l'engagement. Très vite, on a commencé à avoir peur de ce travail-là, alors qu'il a commencé à faire émerger des idées, etc., d'éducation populaire transconfessionnelle. Et il y a toujours l'enjeu du pouvoir de la République, mais le pouvoir et l'associatif. Ça a toujours été un duel. Il faut que les deux soient complémentaires et pas opposés. Et on a toujours connu le pouvoir qui, de toute façon, c'est légitime, a une inquiétude par rapport au mouvement associatif indépendant. Donc il faudrait que le mouvement associatif indépendant, au-delà des confessions, arrive à travailler ensemble, à dépasser les confessionnels. Donc moi, ma question, c'est aujourd'hui, comment est-il possible de faire ce travail, au-delà de ces clivages pseudo-illusionnés aujourd'hui, sur des valeurs, des gènes communs, républicains, laïcité, etc., mais tout en reconnaissant l'identité spécifique d'être corse, d'être amateur de ceci, cela, d'être musulman ou d'être juif, etc. Comment le mouvement associatif, aujourd'hui, peut travailler en parallèle avec l'institution publique qui est complémentaire? Voilà, c'est la question. Il faut des pontonniers, des fabricants de ponts. Alors, il y en a une à côté de moi, c'est Radia, qui va peut-être nous redire ce qu'est la mission de coexister. Alors là, justement, au sein de Coexister, on parle beaucoup de cette question. En tout cas, on essaye d'y répondre en considérant justement
que notre diversité de convictions peut nous aider à être unis dans notre action au service de l'intérêt général. Et pour cela, notre action principale, c'est une action de terrain, mais ensuite aussi une action auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement, auprès des ministères, pour essayer de se faire reconnaître en tant que tel. On essaie de défendre l'idée qui est de dire que l'identité française, l'identité citoyenne française regroupe en son sein une identité plurielle très vaste et qui doit être définie par les citoyens eux-mêmes. Si j'ai envie de me définir comme française, mais aussi française, femme, musulmane, parisienne, vacancière du dimanche, pratiquante, non pratiquante, joueuse de football, enfin, je peux vraiment, au sein de cette identité française, regrouper un nombre varié et multiple d'identités, et c'est notre mission à coexister. Merci. Il y a une question ici, puis ensuite nous en aurons une autre là. Bonjour, merci à vous. Moi, je voudrais bien rebondir sur l'intervention de M. El-Hamri par rapport aux besoins fondamentaux du jeune français musulman. On est bien d'accord qu'il est bien français dans son histoire, son aspiration et sa diversité, et qu'il est bien soumis au même phénomène que son concitoyen non musulman. Sachant bien aussi que le développement psychologique de chaque individu depuis le plus jeune âge se construit autour des apports spirituels, culturels. Concrètement, comment cela se traduit ? Ma deuxième question est dans quel contexte et comment peut-on atténuer la dépendance des discours médiatiques de ces jeunes musulmans français à l'égard de leur appartenance religieuse et leur pays d'origine ? Merci. Merci. Donc Jamel, apparemment, une question pour toi déjà. Je pense qu'effectivement, la question de la construction identitaire, elle est au cœur du problème de la jeunesse de manière générale et spécifiquement de la jeunesse musulmane. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une construction identitaire qui se fait avec deux types de complexes. On parle de jeunes français de confession musulmane. Donc il y a un premier complexe vis-à-vis du monde musulman. Et il faut rappeler qu'historiquement, c'est une expérience inédite de naître dans une société en tant que musulman, dans une société sécularisée avec une histoire, une grande et belle histoire. Et donc il y a un complexe parce que, voilà, affectivement, face parfois même au déni de francité via les discriminations, va parfois également le contexte, on va dire, communautaire, qui fait qu'à un moment donné, il y a un complexe par rapport à se sentir pleinement français. Il y a aussi un autre complexe, il y a le complexe de se sentir pleinement musulman dans une société sécularisée comme la France et se sentir pleinement français en tant que musulman. Et c'est ces deux complexes-là qu'il va falloir vraiment, avec beaucoup de délicatesse, en prenant le temps d'accompagner, pour à un moment donné être capable, faire en sorte que les jeunes musulmans se sentent à la fois jeunes, se sentent à la fois français et se sentent musulmans. D'où l'idée de ce roman national accompagné d'un roman spirituel. Parce qu'aujourd'hui, théologiquement, puisque nous réfléchissons à ces questions à l'Académie française de la pensée islamique, théologiquement, il faut travailler pour trouver des choses dans le patrimoine musulman vis-à-vis de l'Occident. Il y a des choses qui ne permettent pas de se sentir très à l'aise dans le témoignage. Et nous, ce que l'on essaye de promouvoir à la FPI, c'est de faire le lien entre l'islam et la France. Oui, la citoyenneté française doit être une des finalités de la religion, en France, aujourd'hui, maintenant. Et de la même manière, dans le roman national, l'islam et les musulmans sont une richesse pour la France, pour l'histoire de la France, hier, aujourd'hui et demain. Alors, je suis conscient du temps, j'en suis d'une certaine manière le gardien. Nous avons une deuxième partie
à cette table ronde qui doit être la question de la réponse éducative qui va être apportée par Fouad tout à l'heure. On va prendre 2 questions encore et puis on passera à la deuxième partie de la table ronde. On a une question ici et puis ensuite... C'est pas une question ? C'est pas précisément une question. Vous avez fait tout à l'heure allusion à la question des élus et de l'art d'être un élu influencé par l'islam. Alors, moi, je suis un élu socialiste et vous m'avez donné l'explication de savoir pourquoi ma carrière avait été brutalement accélérée. C'est parce que probablement je collais les affiches à l'envers, puisque j'étais aussi aveugle. Alors, évidemment, j'ai été plus vite. Alors, premièrement, une remarque. Méfions-nous des essentialisations. Méfions-nous. J'appartiens à un certain nombre de minorités. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Aveugle arabe et homme politique ». Ça vous étonne? Et je me rends souvent compte qu'on est très content, entre minoritaires, de parler de la façon dont la majorité nous discrimine. Il y a un côté comme ça très coucounant. Bon. Or, si j'ai retenu une leçon de cette vie, c'est que la chose qu'on peut changer le plus facilement, c'est soi-même. Et donc, d'abord, avant d'aller chercher les causes exogènes, changeons-nous nous-mêmes. Deuxième remarque, quand j'étais jeune, car ça m'est arrivé, je chantais une chanson de Maxime Le Forestier qui disait la chose suivante. « Ce monde, je l'ai fait pour toi, disait le père. Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant. J'en demandais pas tant. Il est pourri et je n'ai plus qu'à le refaire un peu plus souriant pour mes petits-enfants. » Ça veut dire que la jeunesse, eh bien, vous devez prendre ce qu'il y a de bon dans ce monde-ci et écrabouiller ce qu'il y a de mauvais. Et je vous donne acte que notre génération ne vous a pas donné que du bon. Pour simplement terminer, la France est aujourd'hui un petit village dans un monde lui-même qui est un petit village. Autrement dit, si la France ne parvient pas à réactiver son universalisme, à réenchanter le rêve français, eh bien, il va arriver une chose simple. Les forces vives, cette jeunesse influencée par l'islam, qui est créative, et quelqu'un a dit combien, aujourd'hui, elle prenait de plus en plus sa place dans les forces économiques, elle va profiter du village. Et elle va prendre la poudre d'escampette, et elle va aller faire le bonheur d'autres pays. Et si la France a des difficultés avec les musulmans, c'est parce qu'à la base, elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Aujourd'hui, la France est dans un questionnement existentiel, tutoie la guerre civile, parce qu'elle ne s'aime pas. Vous l'avez bien expliqué à votre mesure. Mais d'abord, commencez, jeunes, par vous aimer vous-même. Commencez par croire en vous, croire en vos forces, de façon à ce que vous soyez envers et contre les vieux qui peuvent avoir de 15 à 100 ans, envers et contre les vieux, que vous soyez les ferments, les chefs de projet de la France nouvelle. C'est ça, votre tâche. Et scout, vous êtes toujours prêts? Eh bien, soyez prêts pour cette aventure qui est fondatrice et qui est, je pense, le grand défi des prochaines années. J'ai plein d'autres trucs à dire, mais vous lirez mon bouquin, je vous donne juste la tête de chapitre pour vous faire comprendre à quel point j'étais visionnaire. Le chapitre 3 s'appelle Rachida Academy, ça traite de la façon dont la diversité est traitée dans ce pays. Le chapitre 4 s'appelle La droite n'aime pas les Arabes, la gauche n'aime pas les musulmans. Vous comprenez le programme? Donc vous n'avez plus qu'à aller chez votre libraire pour lire la suite. Merci. On en mettra les références dans le rapport du colloque. Alors, on a encore une question. C'est plus une remarque qui m'a été inspirée par ce qu'a dit Jamel à propos d'emmener des jeunes le 11 novembre. J'ai vu dans un communiqué du Conseil des ministres sur la célébration du centenaire de la bataille de Verdun, et j'ai vu que les intentions du gouvernement étaient d'y associer fortement les jeunes. Et je me pose la question, c'est pas
C'est la question que je me pose. Et ce que je me demande, c'est si les diverses associations de jeunesse représentées ici, les Scouts musulmans de France, puisque c'est leur 25e anniversaire que nous célébrons, mais toutes les autres, est-ce qu'elles ont été contactées par le ministère dont nous avons eu un représentant tout à l'heure pour être associées à la préparation de la participation des jeunes à ce 100e anniversaire de la bataille de Verdun? Ça n'appelle pas de réponse, mais je pense que c'est une remarque pour les associations. Je ne sais pas s'il y a une réponse de la part des organisations de jeunesse, mais nous avons quelques représentants, par contre, de la Défense nationale. Colonel Morillon, au rapport. Alors, le colonel Morillon coordonne le réseau des réservistes jeunesse citoyenneté, et une de leurs missions, c'est notamment tout ce qui concerne la mémoire. Voilà, merci d'être venu ce matin. Alors, ceci dit, je prends en compte, et je pense qu'on pourrait faire des projets qui seraient intéressants sur ce domaine. Bien sûr. Ben voilà. Merci. Je suis obligé de clôturer là, vous ne m'en voudrez pas, parce qu'il y a absolument une deuxième partie. On a encore du temps de débat toute la journée. Je vais demander à Fouad de nous rejoindre pour évoquer la réponse éducative des Scouts musulmans de France. Merci les amis. On continue le débat bien évidemment tout au long de la journée.